Elon Musk est officiellement devenu l'homme le plus riche de l'histoire et ce record, il est à mettre en perspective avec la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine et le rôle qu'a joué Elon Musk dans cette campagne. Mais alors, en quoi l'élection de Donald Trump est aussi d'une certaine façon l'élection d'Elon Musk? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Cette semaine donc en voix off. 348 milliards de dollars. C'est le montant de la fortune colossale d'Elon Musk selon l'indice Bloomberg. Et c'est un montant que l'on obtient quand on compte bien entendu les parts qu'il a dans toutes ses entreprises aujourd'hui. Elon Musk, on ne le présente plus, c'est donc le patron de Tesla, de SpaceX ou encore de X. Il est également à la tête de Neuralink et de The Boring Company. C'est des entreprises qui explorent les interfaces cerveau-machine ainsi que les infrastructures souterraines. Le milliardaire a récolté près de 130 milliards de dollars en seulement un an. Il se retrouve loin devant Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon avec une fortune estimée à 219 milliards de dollars. Il est aussi devant Larry Ellison d'Oracle avec ses 206 milliards de dollars ou encore Mark Zuckerberg de Meta et Facebook avec ses 198 milliards de dollars. Et pour ceux qui se demandent, le français Bernard Arnault se situe avec une fortune de 192 milliards de dollars pour le patron de LVMH, selon encore une fois les chiffres de Bloomberg. Bon, déjà ce qu'on peut noter, c'est que c'est inédit puisque jamais personne n'a été aussi riche qu'Elon Musk actuellement. Pour vous donner un élément de comparaison, John Rockefeller, qui était l'un des géants du pétrole et créateur de la Standard Oil, qui regroupe ExxonMobil, Chevron ou encore Esso, avait un patrimoine estimé à plus d'1 milliard de dollars au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, ça correspondrait à environ 336 milliards de dollars, soit 12 milliards de dollars de moins que la fortune d'Elon Musk. Bon, vous l'avez vu et on en a beaucoup parlé, Elon Musk était très investi dans la campagne présidentielle américaine en soutenant massivement le candidat républicain Donald Trump, en particulier après sa tentative d'assassinat au mois de juillet dernier. Elon Musk a notamment injecté plus de 100 millions de dollars dans la campagne de Trump. Il a aussi utilisé son réseau social X pour diffuser massivement les messages et les idées de Donald Trump, notamment sur la question de l'immigration. On en avait parlé là aussi, son comité de soutien avait même organisé une loterie qui offrait chaque jour 1 million de dollars à un électeur qui était inscrit dans les swing states, donc dans les états clés de cette élection, et qui acceptait de signer une pétition en faveur de la liberté d'expression et du droit à porter des armes. C'est d'ailleurs une initiative qui fait encore débat d'un point de vue légal. Mais alors, en quoi est-ce que la victoire de Trump a eu un impact considérable pour Elon Musk? Eh bien, la première chose qu'on peut noter, c'est que l'action Tesla, qui valait 243 dollars à la veille de l'élection présidentielle, vaut désormais 352 dollars. Et pour vous donner une idée de l'impact sur la fortune d'Elon Musk, quelques heures seulement après l'officialisation de la victoire de Trump, la hausse des actions de Tesla avait rapporté à Elon Musk 15 milliards de dollars selon le média américain Forbes. Par ailleurs, sur la première journée qui a suivi la victoire de Trump, la fortune d'Elon Musk a bondi de 26 milliards de dollars. Et évidemment, on le rappelle toujours, c'est une fortune qui est liée ici aux parts qu'il détient dans les entreprises. Donc ça peut fluctuer bien entendu au fil des semaines. Mais tout de même, ce serait mensonger ou réducteur de dire que cette fortune, elle est entre guillemets théorique, puisque c'est des parts qui sont bien réelles dans des entreprises qui sont en pleine croissance. Et la raison de ce bond, c'est que les marchés estiment que ces entreprises pourraient profiter de la proximité d'Elon Musk avec le futur président américain qui sera officiellement investi en janvier. Donald Trump prévoit en effet des mesures de dérégulation qui seront mises en place d'ailleurs pour certaines par Elon Musk lui-même, des mesures qui pourraient profiter directement à ces entreprises. Par ailleurs, si vous avez suivi l'actualité américaine, vous avez noté peut-être que Donald Trump veut mettre fin aux subventions pour les voitures électriques. Alors on pourrait penser que ce serait un coup dur pour Tesla, sauf qu'en réalité, pas tant que ça. En réalité, la fin des subventions dans l'achat de voitures électriques va aussi mettre en difficulté tous les constructeurs automobiles qui essayaient de rivaliser avec Tesla et qui essayaient de faire cette transition entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques. Autrement dit, ça va certes impacter tout le secteur, mais ça va surtout impacter les entreprises qui sont moins solides sur l'électrique, si bien que Tesla à moyen terme pourrait se retrouver dans une position intéressante. Autre élément que l'on peut noter, Donald Trump a déjà annoncé qu'il souhaitait assouplir les réglementations liées aux crypto-monnaies, en rupture donc avec l'administration de Joe Biden qui portait un regard critique sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies plus généralement. Donald Trump a notamment promis de remplacer Gary Gensler, qui est le patron de la SEC, donc l'un des gendarmes des marchés financiers américains, et c'est une personnalité qui est opposée au développement des crypto-monnaies. Trump souhaite que les futures réglementations sur les crypto-monnaies soient écrites par des gens, je cite, qui aiment le secteur, pas par ceux qui le détestent. Là aussi, Elon Musk a toujours été un fervent défenseur des crypto-monnaies. On ignore combien ce qu'il en a personnellement aujourd'hui, mais on sait par exemple que Tesla détient une réserve de Bitcoin équivalent à plusieurs centaines de millions de dollars. Mais l'autre élément très important, peut-être le plus important, c'est le fait que Donald Trump a décidé de nommer Elon Musk pour co-diriger
diriger un ministère de l'efficacité gouvernementale. Leur objectif affiché, c'est notamment de réduire de 30% le budget fédéral américain, donc en quelque sorte les dépenses de l'État à l'échelle nationale. Aujourd'hui, ce budget, il est de 7 000 milliards de dollars. Elon Musk, c'est un libertarien assumé. Il veut que l'État soit le moins présent possible dans l'économie. Et sans rentrer dans les détails, couper 30% des dépenses, ça pourrait avoir des conséquences colossales avec des secteurs particulièrement ciblés comme le planning familial notamment. Mais il faut comprendre que l'un des objectifs d'Elon Musk, ça peut être aussi de faire reculer l'État américain pour accélérer la domination d'entreprises privées, notamment donc les siennes. Enfin, ce que l'on peut noter, et c'est ce qu'indique notamment le média américain The Atlantic, c'est que au-delà de ce poste qu'il va donc prendre à partir du mois de janvier, Elon Musk aurait déjà un rôle majeur au sein de l'équipe de Trump. Il aurait par exemple assisté aux appels du futur président avec au moins 3 dirigeants étrangers, Volodymyr Zelensky, qui est le président ukrainien, mais aussi le président de la Serbie ou encore le président de la Turquie, Erdogan. Elon Musk s'est par ailleurs joint à Donald Trump pour accueillir le président argentin Javier Milei dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Et selon le New York Times, le milliardaire a également rencontré en privé à New York l'ambassadeur d'Iran à l'ONU dans le but, je cite, de désamorcer les tensions avec les États-Unis. Alors évidemment, c'est dur de savoir comment est-ce que tout cela va évoluer, mais ce qui est certain, c'est que Elon Musk est à la fois un homme d'affaires à la tête de secteurs stratégiques et à la fois un homme politique qui fera partie de l'équipe du président américain et qui prendra donc des décisions pour l'État américain. Le risque de conflit d'intérêts apparaît donc comme évident dans certains domaines. Par exemple, Elon Musk pourrait couper avec son ministère certains budgets de la NASA pour favoriser son entreprise SpaceX. De la même façon, des interrogations peuvent se porter sur son rôle à l'international puisque les entreprises d'Elon Musk ne sont pas qu'aux États-Unis évidemment et elles sont partout dans le monde. En tout cas, au sein même du parti républicain, plusieurs médias font état d'une forme de frustration, voire d'inquiétude dans certains cas, sur la place que pourrait prendre Elon Musk dans ses décisions. Maintenant, même si c'est évident que le soutien de Musk a bénéficié à Trump pendant cette campagne, dur de savoir si le président américain voudra le garder aussi proche pendant des années. Dans tous les cas, évidemment, on aura l'occasion de suivre tout ça dans les prochains jours. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Israël a approuvé ce mardi un plan de cessez-le-feu au Liban avec le mouvement islamiste du Hezbollah. Ce plan a été proposé par les États-Unis. C'est ce qu'affirment plusieurs médias, dont l'agence de presse Reuters. L'accord prévoit que les troupes israéliennes se retirent du sud du Liban, que l'armée libanaise se déploie dans la région dans un délai de 60 jours sous la supervision de la France, des États-Unis et de l'ONU, mais aussi un repli du Hezbollah au nord du fleuve Litani. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé que son pays agirait avec force en cas de violation de l'accord de cessez-le-feu au Liban. A noter que la France avait appelé le Hezbollah et Israël à se saisir de cette opportunité en affirmant que les discussions avaient significativement avancé. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, avait d'ailleurs considéré qu'Israël n'avait pas d'excuses pour refuser un cessez-le-feu. En tout cas, de nouveaux bombardements ont eu lieu ce mardi au Liban sur un immeuble abritant des déplacés au cœur de Beyrouth, la capitale. À ce stade, le bilan est d'1 mort et de 10 blessés selon le ministère de la Santé libanais. En parallèle, des frappes consécutives ont eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth après que l'armée israélienne a appelé à l'évacuation de plusieurs zones qui abriteraient selon elle des infrastructures du Hezbollah. Deuxième actu aux États-Unis, les droits de douane sur les produits importés du Canada et du Mexique vont fortement augmenter, a annoncé ce lundi le futur président américain Donald Trump. Concrètement, il compte imposer des droits de douane de 25% sur tous les produits venant du Mexique et du Canada qui seront importés aux États-Unis. Il a déclaré que cette taxe restera en vigueur, je cite, jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl et tous les immigrés illégaux arrêtent d'envahir notre pays. Il a également annoncé une augmentation des taxes douanières de 10% sur les produits arrivant de Chine aux États-Unis. Cette taxe s'ajoute donc à celle déjà mise en place. Toujours au sujet de Donald Trump, la justice américaine a mis fin aux poursuites qui le visaient concernant ses tentatives illégales d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020. Troisième actu, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, un bloc de pays d'Amérique du Sud, a été débattu à l'Assemblée nationale ce mardi. Ce débat, suivi d'un vote du Parlement, avait été décidé par le gouvernement il y a une semaine afin de renforcer la position de refus de la France quant à la signature de cet accord en l'état. Les députés ont notamment discuté de l'intérêt pour l'économie française d'approuver ou non ce traité. À noter que ce vote ne changera pas grand-chose puisque selon la Constitution, donc la norme suprême en France, il est non contraignant, c'est-à-dire qu'il sera plus symbolique qu'autre chose. Cependant, la majorité des partis sont contre la signature de ce traité, ce qui va permettre à la France d'avoir plus de légitimité face à l'Union européenne qui a le dernier mot. En tout cas, les agriculteurs ont entamé leur deuxième semaine de mobilisation pour dénoncer notamment les charges qui pèsent sur eux. Un convoi de tracteurs s'est rendu devant le Parlement européen à Strasbourg ce mardi. Quatrième actu, une aide financière
financière pour les étudiants qui sont éloignés des restaurants universitaires va être mise en place en France. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le ministre de l'Enseignement supérieur, Patrick Hetzel. Concrètement, 100 000 étudiants auront droit à une carte prépayée dématérialisée d'un montant de 20 à 50 € à partir de février 2025. Ça concerne les étudiants situés dans les zones où l'offre de restauration à tarif modéré, comme les restaurants Crous par exemple, se situe à plus de 20 minutes à pied ou en transport en commun. Cette carte sera de 40 € par mois pour les boursiers et 20 € pour les non-boursiers, avec une majoration de 10 € dans les territoires d'outre-mer. Les rectorats devraient bientôt lister les établissements concernés par cette nouvelle carte. À noter qu'actuellement, les étudiants boursiers ou en situation de précarité peuvent bénéficier de repas à 1 € dans les restaurants universitaires. Cinquième actu, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a annoncé au journal Le Monde qu'elle ne serait pas candidate à un 3e mandat en 2026. Membre du Parti socialiste, donc situé plutôt à gauche, Anne Hidalgo occupe ce poste depuis 2014, après avoir été réélue en 2020. Lors de cette interview, elle a déclaré, je cite, que 2 mandats étaient suffisants pour mener à bien de profonds changements. À noter qu'en France, il n'y a aucune limite de nombre de mandats consécutifs pour un maire, qui peut donc se présenter autant de fois qu'il ou elle le veut. Alors Anne Hidalgo a affirmé son soutien au sénateur socialiste Rémi Fresneau, président du groupe de gauche Paris en commun au Conseil de Paris, qu'elle aimerait voir lui succéder. Parmi les autres successeurs potentiels, il y a notamment Emmanuel Grégoire, l'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo, qui s'est porté candidat. Le sénateur communiste et ancien adjoint au logement, Yann Brossat, a quant à lui affirmé être disponible et capable de prendre la relève. On suivra ça. Et on termine avec cette actu, le procès de 6 proches du footballeur français Paul Pogba s'est ouvert ce mardi au tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés d'extorsion, enlèvement et séquestration pour des faits qui remontent à 2022. Parmi ses proches, 3 anciens amis d'enfance, 2 anciennes connaissances de Paul Pogba, ainsi que son grand frère, Mathias Pogba, lui aussi footballeur. Ils auraient amené Paul Pogba dans un appartement de banlieue parisienne dans lequel 2 hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut lui auraient réclamé 13 millions d'euros au nom de leur amitié de longue date. En plus de la séquestration, Paul Pogba a également dénoncé des intimidations à répétition pendant plusieurs mois, selon France Info. Les 5 proches encourent tous jusqu'à 10 ans de prison ferme. Son frère Mathias aurait été absent lors de la séquestration et sera jugé pour tentative d'extorsion et association de malfaiteurs délictuels. Il risque jusqu'à 5 ans de prison ferme. Alors aujourd'hui, c'est moi qui fais le flashback. On termine avec un petit peu de culture générale. Il y a 50 ans, le 26 novembre 1974, Simone Veil, alors ministre de la Santé, prononçait devant l'Assemblée nationale quasiment exclusivement masculine son discours historique défendant le projet de loi dépénalisant l'avortement. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. La loi dite Veil a finalement été adoptée par 284 voix contre 189. Le 8 mars dernier, la France est devenue le premier pays au monde à faire référence à l'avortement dans sa constitution. Merci beaucoup pour ces actualités en bref. Alors, petite nouvelle pour ceux qui ne sont pas encore au courant, dimanche, sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, on a posté une autre vidéo sur un sujet assez différent. À partir de travaux de recherche et d'études, on s'est posé cette question: pourquoi est-ce que les jeunes Français font de moins en moins l'amour? Pour découvrir tout ça, rendez-vous directement sur notre chaîne YouTube principale. Je vous mets le lien en description. Et c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit donc à demain pour une nouvelle vidéo.